n'y a pas que des ovnis, ce genre de choses. Pour moi, il y a autre chose. Des rencontres rapprochées du quatrième type qui malheureusement sont toujours orientées plus vers des phénomènes dits de possession. C'était pas un objet, c'était quelque chose de vivant, comme un gros chat, il m'a dit. Le chien noir, et c'est quelque chose de très très connu dans le milieu celte, représente la mort. Pour poursuivre cette étude sur les lieux légendaires et les observations d'OVNI, y a-t-il un lien ? Je vous retrouve à présent en forêt de Brocéliande, plus exactement dans la forêt qui borde le lac et le château de Compère. Au début des années 90, l'émission Mystère était venue à Brocéliande pour faire un reportage. Ils avaient interviewé des druides, les propriétaires du manoir du Tertre, et également une personne qui, en se baladant dans ces forêts, avait vu dans les arbres et entendu ce qu'elle a interprété comme étant des lutins ou des gnomes. Alors, ceux qui sont passionnés d'OVNI auraient peut-être témoigné disant « J'ai fait une rencontre rapprochée du troisième type sans observation d'OVNI ». Et c'est là où on se demande finalement si les entités observées seules n'ont pas plus de lien avec le côté légendaire, le côté mystérieux, fantastique, que le côté ufologique. Mais là est la question de nombreux ufologues, de nombreux chercheurs sur le terrain, et ça mérite vraiment le coup de faire la comparaison entre les entités observées, enfin les ufonautes, et le petit peuple. Des grands ufologues de renom s'étaient intéressés au petit peuple, donc les lutins. Cette deuxième étude sur les ovnis et les légendes est consacrée à une comparaison entre les ufonautes et les elfes, les gnomes, les lutins qui sont observés dans les légendes françaises. Ainsi, nous allons aborder différentes rencontres rapprochées du troisième type selon l'entité observée, ses caractéristiques physiques et ses attitudes comparées avec les légendes ancestrales françaises. Puis, dans une deuxième partie, nous aborderons les observations de chiens noirs accompagnant certaines observations d'OVNI. Alors, les rencontres rapprochées du troisième type, c'est des rencontres avec observation d'entités, entre guillemets, ou d'humanoïdes. Lorsque l'on regarde les différents aspects physiques des créatures ou des entités observées au cours de rencontres rapprochées du troisième type, elles sont généralement d'une taille variant de 1 mètre à 1,20 m environ, un crâne hypertrophié, l'absence de nez remplacée par 2 trous, ou avec un nez, une bouche en forme de fente, 2 grands yeux étirés et en général un corps frêle comme celui d'un enfant. Je vous retrouve à présent sur la presqu'île de Crozon, dans un bunker datant de la bataille du mur de l'Atlantique. Et c'est dans un bunker de ce type qu'un jeune garçon a observé, il y a quelques années en arrière, une drôle de créature, donc un petit être de couleur marron avec des yeux rouges. Dans ce cas-là, c'est juste l'observation d'un être, une rencontre rapprochée du troisième type sans observation d'OVNI. Donc ce cas-là fait partie des cas où on ne sait pas les classer. Ufologie, paranormal, cryptozoologie ou phénomène dit de haute étrangeté. Ainsi, en été 1974, à Quercy-Guénou, observation par un enfant d'un être d'apparence non humaine caché au fond d'un blocos servant de décharge. Le 17 juillet 1983, dans le département Haute-Marne, sur la commune de Somme-Récourt. Un témoin qui avait observé quelque chose de curieux dans le ciel les jours précédant cette observation a été cette fois-ci aspiré par un engin lumineux et a perdu connaissance. Il reprend conscience 6 km plus loin, souffre de troubles de la vue, perte de mémoire et son corps est couvert d'ecchymose. Il sera hospitalisé pendant plusieurs jours et avouera par la suite avoir vu, à bord de l'engin ou du vaisseau, de petits bonshommes tout laids et gros et avec des oreilles pointues. En octobre 1954, dans le département de la Vienne, à Blanzey, une femme a observé dans les jours entre le 8 et le 12 du mois, au lieu dit Combe des Roues, un objet posé dans un champ en bordure de route. Près de ce dernier se tenait un personnage de forme humaine, petit mais aussi large que haut,
avec des yeux énormes et lumineux. Le 9 octobre 1954, dans le département de la Moselle, à Pournoy-la-Chétive, 3 enfants qui faisaient du patin vers 18h30 près du cimetière voient un objet atterrir tout près d'eux. L'objet était près du cimetière posé sur 3 béquilles. Il avait un diamètre de 2,50 mètres environ. Un nain d'environ 1,20 m vêtu de noir, le visage couvert de poils, de gros yeux, en sortit en dirigeant sur eux une lumière aveuglante et prononça quelques mots dans un langage inconnu. Les enfants se retournèrent à temps pour voir l'objet s'envoler. Un adolescent observa la scène de loin. Sur la route entre Gréoux-les-Bains et Valençol, il y a eu, après l'observation de Maurice Mas, après 1965, des témoignages d'observations d'entités, de rencontres rapprochées du troisième type avec ou sans la présence d'un ovni. À côté d'une distillerie comme celle-ci, une distillerie de lavande, plusieurs témoins ont observé un disque posé au sol, avec plusieurs entités qui semblaient monter et descendre de l'appareil sans qu'il y ait une échelle, un escalier ou une rampe d'accès. Il y a eu également l'observation, par 2 fois, d'une entité qui ressemblait d'ailleurs à un petit lutin des légendes, qui était barbu, mais qui avait la même tête que les entités observées le 1er juillet 1965. Une a été vue dans une ferme, une autre a été vue dans la cuisine d'une maison. En janvier 1967, sur la commune de Valençol, 5 personnes surprennent un petit être avec une grosse tête et barbu dans une pièce vide d'une ferme en réparation. Une poursuite s'engage à travers la pièce pour essayer d'attraper cette étrange apparition. Mais il y a comme une force invisible qui fait que ce dernier leur glisse entre les mains. L'être s'enfuit alors par la fenêtre et disparaît au cours d'une ultime poursuite dans la campagne. Dans le livre Revenu en Provence de Michel Figuet, il est notion des légendes de Provence. Car ces petits êtres ressemblent aux gnomides, aux gnomes, qui étaient présents dans les contes et légendes de Provence. En mars 1969, sur la commune de Clermont-Ferrand, sur le plateau de Chanturge, un témoin observe l'après-midi 3 petites formes humaines. Elles sont de teinte grise, uniformes et ramassées. Les 3 gnomes ne touchent pas le sol et semblent sautiller plusieurs fois avant de se déporter horizontalement d'un seul coup. Puis elles reviennent à leur place primitive, toujours sans entrer en contact avec le sol incliné. Ces 3 silhouettes font ces manœuvres ensemble pendant 3 à 4 minutes, puis disparaissent littéralement sur un mouvement horizontal vers l'avant. Un couple de Français rentrait de vacances en Espagne le 24 ou le 25 août 1972 vers 3 h du matin. Le couple venait de franchir le col de Port dans les Pyrénées. Et en traversant la forêt, tous deux remarquèrent un petit être de 60 à 70 cm sur le bas-côté de la route. Il avait une grosse tête, des yeux phosphorescents immenses qui fixaient les témoins. La voiture roulait à faible vitesse et quand elle est arrivée à sa hauteur, l'être a semblé se transformer en fumée. La voiture s'est arrêtée normalement et les 2 époux sont descendus mais il n'y avait plus rien à voir. Je vous retrouve à présent à Ménéam, dans le nord du Finistère. Non loin d'ici, dans un village qui s'appelle le Drennec, une affaire assez particulière, une rencontre rapprochée du troisième type, où il n'y a pas eu vraiment d'apparition d'OVNI, mais plutôt 4 entités de 0,80 à 1 mètre de hauteur. Et ces entités, qui ressemblaient selon le témoin à des singes, se tenaient la main sur la route et avaient des casques brillants comme des cosmonautes. Vous voyez là un cas de rencontre rapprochée du troisième type, là où il n'y a pas d'apparition d'OVNI, mais juste des entités qu'on pourrait attribuer aussi aux légendes d'antan. Donc passons à présent au déroulement de ce témoignage, de cette observation assez particulière qui s'est faite sur une route, donc la nationale 788 qui maintenant s'appelle la départementale 788. Au début de l'été, vers 2 h du matin, sur la nationale 788, un témoin aperçoit venant à sa rencontre 4 petites formes humaines de 0,80 à 1 mètre de haut, se tenant par la main. Elles pensent à des enfants et continuent d'avancer. Puis, l'allure bizarre de ces formes commence à l'intriguer et elle pense à des singes. Elle distingue bientôt l'habit brillant de plastique et aperçoit leur casque très brillant. Elle s'affole et rebrousse chemin. Les nains quittent la route et s'enfoncent dans les champs. Elle n'a pas observé d'engin. Cette observation ressemble à un cas qui s'est déroulé dans le sud de la France,
dans le département des Alpes-Maritimes, du côté de Roquefort-les-Pins, où des gens avaient observé, en pleine nuit, quelque chose qu'ils avaient pensé que c'était des enfants. Mais des enfants se promener en pleine nuit sur une route nationale, c'est un peu risqué. Ces entités semblaient marcher sur la pointe des pieds, et on aurait pu aussi les attribuer à des singes. Donc c'est quand même curieux, on a toujours un témoin sur une route qui observe quelque chose d'étrange pendant la nuit. Le 5 octobre 1954, dans le département du Finistère sur la commune de Loctudy, vers 4 heures du matin, l'ouvrier boulanger est occupé à puiser de l'eau dans la cour de la boulangerie. Il aperçoit soudain à quelques mètres de lui un engin circulaire posé au sol. Éberlué, il en voit sortir un humanoïde de 1,20 m de haut. Le témoin réussit à garder son sang-froid et regagne le fournil où l'inconnu le suit. À la lumière, le témoin peut dévisager l'étrange visiteur. C'est un être de 1,20 m de haut, couvert de poils sombres, avec des yeux énormes de la grosseur d'un œuf de pigeon, le visage ovale. Le jeune homme appelle son patron. À ce moment, l'être étrange bat en retraite, monte à bord de son appareil qui décolle aussitôt. Le 18 octobre 1954, dans le département Maine-et-Loire, sur la commune d'Andigné. Un jeune homme circule à bicyclette sur la route d'Andigné à Saint-Martin-du-Bois. Il aperçoit une lumière qui passe du vert au jaune. Cette lueur descend par saccades et atteint la route. Pris de panique, le témoin se sent les jambes paralysées. L'objet est au sol, c'est une soucoupe transparente dégageant une lueur rouge. À l'intérieur se trouve un petit être d'1,20 m de haut, recouvert de poils de la tête aux pieds, qui regarde le témoin. Ses yeux sont gros. Brusquement, l'objet s'élève, provoque un souffle violent dans le dos du témoin et disparaît en direction du Lion d'Angers. Le 10 octobre 1954, dans le département Seine-Maritime, sur la commune de Forges-les-Eaux, 2 témoins se trouvent au matin dans le bois de l'Épinay, à proximité d'un stand de tir, au pigeon d'argile. Ils voient tout à coup un objet qui se pose dans l'aire de tir. 3 petits hommes poilus en sortent, et l'un d'eux met le bras sur l'épaule d'un témoin. Le 18 novembre 1954, dans le département des Côtes-d'Armor, sur la commune de Saint-Maudan, à 6 h du matin. Au lieu-dit Baumel, une jeune fille aperçoit par la fenêtre tout près de la maison une sorte de barque étincelante au sol. Autour se trouvent 2 petits êtres poilus qui semblent ramasser des pommes. L'enfant appelle ses parents, mais tout avait disparu quand ils arrivent. Il faut quand même signaler qu'en Bretagne, il y a la légende de la barque lumineuse, qui, dit-on, serait un menhir couché ou dolmen, ou un mégalithe, qui, à l'époque de Noël, se transformerait en barque lumineuse pour s'envoler dans les airs. En octobre 1954, sur la commune de Siran, dans le département du Cantal, à la fin du mois, au lieu-dit Longue-Tire, une femme observe un objet en forme de grand bol se poser dans un pré. Une entité couverte de poils en descend et, voyant le témoin, repart aussitôt. Au Pays Basque, il y aurait des petites créatures appelées les laminas ou laminacs qui vivraient dans des grottes ou des cavernes, comme les grottes de la Sarre ou les grottes autour de Zugarramurdi. L'apparence des laminacs varie selon les régions ou localités d'où provient le rapport, ou selon le rôle qu'il aurait prêté dans leur histoire. Les laminacs sont représentés comme des jeunes femmes ressemblant à une mortelle, souvent d'une grande beauté. La lamina n'est cependant jamais complètement humaine, elle se distingue par la forme de ses pieds, pattes d'oie, de poule ou de chèvre, ou encore par la couleur cuivrée de sa peau. On s'entend à lui prêter une longue chevelure qui descend librement jusqu'à la taille. Dans les régions côtières, elle est représentée comme une sirène. Il y a aussi les laminacs qui revêtent l'aspect de tout petits bonshommes. Certaines descriptions les font extrêmement velus, ayant même parfois des poils sur le visage. Plusieurs légendes qui mettent en avant leur talent de bâtisseurs disent qu'ils s'appellent tous Guilhem, soit Guillaume. On trouve des variantes intermédiaires. Petits bonshommes aux pieds palmés, petites femmes comparables aux fées du domaine européen, ou bien encore des caractéristiques plus singulières leur sont parfois attribuées. Les laminacs éclairent par la bouche à Igor. Le lamina ou laminac est une légende intéressante car on retrouve encore les caractéristiques des entités observées au cours de rencontres rapprochées du 3e type. Petit être poilu, personnage avec les pieds palmés, cela rappelle les observations d'entités de type homme-grenouille. Des chercheurs de terrain en ufologie
et dans le domaine des phénomènes dits de haute étrangeté, ont remarqué qu'il y avait souvent des observations d'ovnis ou de cas particuliers proches de carrières ou de mines. Lorsqu'on regarde les légendes ou le folklore ancestral, on remarque que les nains, les entités fantastiques habitent dans des cavernes ou des grottes. Mais il y en a aussi qui vivent dans les mines d'étain, dans les mines d'argent, dans les mines de charbon ou même dans les mines de diamants. Ils sont appelés knockers, surnommés les frappeurs ou cogneurs. Aux États-Unis, on les appelle les tommyknockers. Ces nains mesuraient environ 45 à 90 cm de haut et porteraient les vêtements des jeunes mineurs de leur région. Ils attirent les mineurs vers les galeries riches en minerais en frappant les parois des galeries à l'aide de leurs pioches. Ils ont aussi un rôle protecteur en avertissant ces derniers d'un danger imminent comme un effondrement ou un coup de grisou. Ainsi, cela rappelle les nombreuses histoires de bruits mystérieux provenant des carrières ou des mines, et également peut-être de la fameuse mine de la Vescagne au col de Vence. En 1942, à Prouvy, dans le département du Nord, à 1h du matin, une femme rentre chez elle par le jardin quand elle se trouve nez à nez avec 3 entités de petite taille. Avec le clair de lune, elle pouvait voir très distinctement qu'il ne s'agissait pas d'enfants. Leur tête était large et ronde et les 3 portaient une barbe courte. Les yeux étaient larges et lumineux de couleur jaune. Ils étaient habillés avec une combinaison d'une seule pièce, brillante, d'aspect métallique. Une capuche continuait le vêtement de sorte que seul le visage était découvert. Ils étaient légèrement espacés les uns des autres, les bras légèrement pliés et rigides. La femme, effrayée, entra dans sa maison, prévient son mari, mais le temps qu'il sorte, il n'y avait plus rien. En septembre 1968, dans le département de l'Aube, sur la commune de Roncenay, à 3h du matin, 2 adolescents sont à pied sur une petite route quand l'un d'entre eux remarque au milieu de la nuit claire et étoilée une grosse étoile rouge qui se déplace horizontalement à grande vitesse. Soudain, au détour de la route, apparaît un objet de forme ronde posé au sol qui était jusque-là caché par un bosquet. Il est rouge, orangé, repose sur des pieds à 1 mètre du sol, tout autour un anneau de lumière produit par de nombreux projecteurs disposés comme des hublots non éblouissants. La partie supérieure est arrondie en forme de coupole de couleur sombre. La longueur est de 15 à 18 mètres pour une hauteur de 1,20 m. Les 2 adolescents, surpris, se cachent dans un fossé et observent l'objet situé à 150 mètres d'eux. Ils voient alors 3 êtres évoluant avec des sources lumineuses très fortes dans leur main gauche. Ils se déplacent par bonds de 100 mètres à environ 60 cm du sol sans toucher terre. Quand l'un d'entre eux s'approche d'eux, ils fuient sans se retourner et ne verront pas disparaître l'objet. Dans le folklore européen, il a été signalé des créatures ou des entités qui se déplaçaient par bonds. Ainsi, dans le folklore anglais, il y a Jack, talon à ressort, qui est décrit par ses prétendues victimes comme un homme grand et mince aux traits diaboliques, avec des mains glacées et griffues, des yeux exorbités et étincelants, et une bouche crachant le feu. Son visage est hideux, ses yeux comme des boules de feu, il crachait des flammes bleues et blanches. Ses mains étaient comme des cerfs mais froides comme la glace. Il portait comme un casque très serré sur la tête et un costume blanc moulant sous sa cape noire. Les avis sont partagés. Pour les uns, il s'agit d'un démon, pour les autres d'un extraterrestre, ou encore d'un farceur déguisé qui aurait fabriqué des chaussures spéciales lui permettant de rebondir. Ainsi, tout à l'heure, Rémi Fauchereau vous partagera un cas d'entité qui faisait des bonds qui a été vu du côté de la forêt de Fontainebleau et qui était accompagné d'un étrange chat noir. Maintenant, il y a dans les légendes, il y a beaucoup de choses qui, avec les paroles d'antan, correspondraient aux ovnis d'aujourd'hui, comme le carrosse volant. Passons à présent à une légende dont Jacques Vallée s'est intéressé dans son livre Passeport pour Magonie et bien d'autres ufologues. La vallée de l'Aigré, dans le département des Deux-Sèvres aux environs de Germont, était à la fin du XIXe siècle considérée comme domaine exclusif des farfadets, qui n'aimaient pas être dérangés par les femmes des alentours qui se réunissaient pour filer dans les cavernes ou les carrières. Un soir qu'elles revenaient au village, elles aperçurent des farfadets qui faisaient remonter la pente de la route à une vitesse stupéfiante à un énorme chariot roue grinçante.
Une des fileuses eut l'idée de faire un signe de croix, ce qui eut pour effet de faire disparaître tout à la fois Farfadet et Chariot. Le Farfadet est un petit bonhomme, ridé, fripé, au teint brunâtre, haut d'un demi-mètre, qui se promène nu ou vêtu de loques brunes. Les farfadets des montagnes n'ont ni doigts ni orteils et ceux des plaines manquent de nez. On retrouve des caractéristiques ou des descriptions d'entités observées au cours de rencontres rapprochées du troisième type, comme par exemple manque de nez, 2 trous à la place du nez pour certaines entités observées, un bonhomme ridé, fripé, au teint brunâtre, haut d'un demi-mètre. Cela rappelle l'observation effectuée par un jeune garçon qui avait été faite sur la presqu'île de Crozon dans un bunker. Nous avons d'ailleurs un peu recherché à ce titre-là des cas qui datent donc des années 1750 dans les contes et légendes d'Alsace, et on en trouve beaucoup sur Yvevillers, Kirvillers et tout ce qui s'ensuit là-bas dans tout ce coin-là, où il y a des chariots volants. Donc en fin de compte, c'était, je dirais, les premiers véhicules qui pouvaient éventuellement être pris pour expliquer quelque chose qui volait, quoi. Et entre autres, je crois que c'était un maire de Bouxwiller qui a été emmené par un de ces chariots. Je vous retrouve à présent dans le département Loire-Atlantique, à côté de Saint-Joachim ou Joachim, non loin de Saint-Nazaire. Ici, il y a plein de marais, et c'est ici où, selon certaines légendes, aurait été observée une créature sombre de 3 mètres de haut. Les marécages situés autour de Saint-Joachim sont encore hantés par des êtres infernaux. Du côté de Mayen, on peut rencontrer la nuit une apparition haute de près de 3 mètres qui pousse des cris effrayants et que l'on entend de très loin. C'est le Coutré. Il faut toujours se garder de lui répondre lorsqu'il hurle ainsi. Le 29 mars 1978, dans le département du Nord, sur la commune de Cambrai, un jeune homme devait se rendre à une course, mais ayant manqué le bus, il allait en vélo. En soirée, n'étant pas rentré, sa famille commença à s'inquiéter et lança des recherches dans les collines boisées proches. Le jeune homme fut retrouvé tenant des propos incohérents, les vêtements abîmés sur la pente d'une colline. Il commença à parler de 4 petits hommes habillés de vert qui s'étaient approchés de lui, s'en étaient emparés et lui avaient fait une piqûre au bras avec un instrument ressemblant à une seringue. Une marque en V fut trouvée sur son bras. Le témoin se mit à vomir noir. Il se rappela aussi un large et lumineux objet posé au sol. Une recherche dans la zone permit de découvrir une aire où l'herbe était desséchée ou brûlée. Le témoin fut gardé 8 heures en observation à l'hôpital. Je vous retrouve à présent entre Torigny-sur-Oreuze et la ville de Soucy dans le département de l'Yonne. Sur cette route-là, en 1975, il y a eu l'observation d'un homme en noir ou d'un man in black. Mais il n'y a pas eu d'apparition d'ovni, juste l'observation d'un personnage curieux. En août 1954, dans le département Puy-de-Dôme, sur la commune de Saint-Sauveur-la-Sagne. Une femme se trouve en vacances avec son mari et ses 6 enfants. Un matin, alors qu'elle rentre de faire ses courses, elle voit atterrir une sorte de ballon tout noir, d'où descend un homme très petit et au visage affreux et noir. Un autre est resté dans l'objet. Au bout de quelques secondes, le premier remonte à bord rapidement. L'objet alors décolle aussitôt, sans bruit et laissant un sillage blanc derrière lui. 2 vaches dans le pré voisin sont tombées à terre et semblent souffrir. Les entités observées au cours de rencontres rapprochées du troisième type n'ont pas toutes l'aspect d'êtres provenant du folklore français, mais certaines ont des apparences très particulières, comme des portes de frigidaire pour l'affaire de Beau-Soleil dans les Alpes-Maritimes, ou en forme de sucre du côté de Prémanon dans le Jura. Nous verrons ces autres entités au cours d'un dossier d'ODF-TV consacré aux rencontres rapprochées du troisième type en France. Effectivement, dans de nombreuses affaires de rencontres rapprochées du troisième type, voire même du quatrième type, on retrouve l'aspect insectoïde des entités. Comme dans un cas qui s'est déroulé dans le département du Jura le 5 mars 1971 sur la commune de Trénal, où le témoin observait, accompagnant un engin lumineux, 23 entités grandes avec des têtes de fourmis ou d'insectes. Nous retrouvons les entités de forme insectoïde ou de type fourmi
notamment en Corse avec la légende de Calcagnetta. Il y a très longtemps, la mer en furie porta vers les côtes de Podulela 3 barques à voile blanche. Un berger qui gardait son troupeau près de là s'approcha et après une longue attente aperçut à l'intérieur des embarcations des bestioles ayant la forme de grosses fourmis blanches et rouges de la taille d'un cabri. Il y a le cas dans la forêt au Danemark, là. Parce que il me semble qu'il y avait 2 skieurs de fond, ils étaient 2 déjà, et puis ils ont vu cet objet lumineux dans la nuit, là, et puis cette espèce dans un espèce de brouillard, l'objet n'était pas au sol, il était en haut des arbres, et puis il y a eu cette espèce de faisceau de lumière cohérente avec cet être qui est descendu avec une espèce de ceinture. C'est un cas que je trouve aussi extraordinaire parce qu'il est probablement lié au folklore de l'endroit, de la région concernée, de cet espace-là. Au cours de certaines observations d'OVNI de type rapproché, c'est-à-dire du 2e type ou du 3e type, il a été signalé que quelques jours ou quelques semaines après ces observations dans un lieu, avaient été vus des animaux semblant être échappés d'un cirque. Ces animaux sont souvent des panthères, des cougars, des tigres, des lions, bref. Joël Ménard, directeur de Lumière dans la nuit, LDLN, s'est intéressé au fait qu'il y ait ces apparitions d'animaux qui ne devraient pas être dans ces endroits, qui semblent apparaître et qu'on ne retrouve hélas jamais. Alors, est-ce une manipulation temporelle sous un certain effet dose ou un effet coton, chose que s'intéressait beaucoup l'enquêteur ufologue Joël Ménard et bien d'autres ufologues, comme ceux qui ont réalisé le livre OVNI et Conscience. Donc nous allons nous intéresser à présent à ces observations de panthères, de tigres, d'animaux échappés de cirque. Après, des observations d'OVNI, ou alors dans des zones où il y a des anomalies permanentes. Car je suis actuellement à côté de l'Observatoire de la Côte d'Azur, dans les Alpes-Maritimes, et pas très loin d'ici, du côté de Roquefort-les-Pins, avait été vue il y a quelques années en arrière, une panthère qui n'a jamais été retrouvée. Chose curieuse, Roquefort-les-Pins est une zone où il y a eu, par le passé, des observations d'objets lointains et assez proches. Donc passons à présent à ces différentes observations, ou alors légendes de bêtes curieuses qui semblent apparaître dans des endroits où il y a des anomalies permanentes, où il y a eu, par le passé, des observations d'OVNI, ou alors est-ce, encore une fois, la réminiscence du folklore ancestral. J'ai eu dans un cas ufologique, quand on a été cette année se promener là du côté de Bray-sur-Seine, un peu à droite de la forêt de Fontainebleau, un témoin de Lyon qui m'a rapporté qu'à cette époque-là, il vivait dans cette région-là, et il avait vu dans la forêt une pyramide de couleur verte, avec des entités qui sortaient du bois et qui faisaient des bonds. Bon, apparemment ces entités faisaient de forme humanoïde. Mais il y a aussi un jour, il m'a expliqué ça, il m'a dit ces entités, c'est comme si elles étaient accompagnées d'un gros chat, mais énorme. Il m'a dit, il n'a pas entendu, je lui ai demandé s'il avait entendu des bruits, il n'a rien entendu comme bruit, mais il m'a dessiné la forme comme celle d'un corps, un demi-arrondi, posé par terre, un peu caché par la végétation, et d'une tête. Il avait vu une forme noire, une masse noire comme ça. Et c'était vivant. C'était pas un objet, c'était quelque chose de vivant, comme un gros chat, il m'a dit. Alors, apparemment, il y avait une histoire de gros chat lié à des humanoïdes qui faisaient des bonds, avec un objet qui était une pyramide dans le bois, de couleur vert clair, vert phosphorescent.
Et il a eu très peur, il est parti, et c'est tout ce qu'il a pu me rapporter comme témoignage. Je vous retrouve à présent dans le département du Loiret, à Sury-au-Bois, dans la forêt d'Orléans. À Orléans, par le passé, il y avait la légende d'une bête qui sévissait à l'image de la bête du Gévaudan. Le secteur d'Orléans est une zone où il y a eu de nombreuses observations d'ovnis. À Sury-au-Bois, ici, le 14 décembre 1973, il y a eu une rencontre rapprochée du deuxième type où a été observé un cigare bleu posé au sol. Et le 15 décembre 1973, une sphère a été observée dans la forêt. Donc là, nous sommes en présence de deux choses. Une légende portant sur une bête, la bête d'Orléans, et également un endroit où il y a des observations d'ovnis. Donc nous sommes encore en présence de deux choses, légende, ufologie. En Angleterre, en Grande-Bretagne, il y a eu des cas où des témoins ont été plus ou moins enlevés, donc ce sont des cas d'abduction, mais apparemment, celui auquel je pense, il me semble que le témoin était conscient. Bon. Et le témoin a vu ce qu'il a vu à l'intérieur, et puis il a vu un grand chien noir, où il aurait, il faut employer le conditionnel, cette affaire, il aurait vu un grand chien noir. Or, le chien noir, et c'est quelque chose de très très connu dans le milieu celte, représente la mort. Dans le Morvan, il y a aussi énormément de légendes. Il y a la légende du chien noir aux yeux rouges, qui a été vu par les anciens de ce secteur. Est-ce que c'est lié à l'ufologie? Alors ce serait quoi? Une bête, un monstre extraterrestre? Quelque chose comme ça, une bête extraterrestre. Le 14 juillet 1967 à Arques-sous-Sicon, à 6h du matin, d'après l'ufologue Tirode, un agriculteur se dirigeant vers son troupeau parqué dans une prairie aperçoit une bête noire qui détale à toute vitesse. Ce genre d'observation de chiens noirs, de panthères, il y en a beaucoup, en France et dans le monde. Du côté du ranch Skinwalker, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis, il y a eu signalement de chiens noirs avec des yeux rouges, de gros chiens noirs, qui avaient été observés par les gens du coin. Alors le ranch de l'Utah, c'est l'histoire des Skywalkers. C'est extraordinaire, c'est en relation avec la tradition amérindienne. Et effectivement, il y a des choses passionnantes dans l'histoire. Il faut relier ces liens, les renouer. C'est ce que fait l'ufologie, ou du moins certains ufologues. Il y a aussi, au cours de rencontres rapprochées du troisième type, des observations d'entités qui sont d'aspect lumineux, blanc, ou comparées à la Vierge Marie. Nous aborderons ces similitudes entre entités observées lors de ces observations et les légendes, histoires paranormales qu'il y a en France dans le 4e épisode d'OVNI et légendes. La particularité des caractéristiques liées aux ovnis, mais tout autant aux rencontres rapprochées du troisième type, c'est un côté protéiforme. Je rappelle que Proté était le fils de Poséidon dans la mythologie grecque et qu'il prenait toutes les formes pour mieux abuser les humains. Donc on peut dire un polymorphisme apparent ou un côté protéiforme. Aucun cas n'est jamais semblable à l'autre. Mais tous les cas ont en commun un certain nombre de caractéristiques quand même. Et ces caractéristiques qui se mélangent défilent lentement dans le temps. Et ça va parfois dans des petits détails que personne ne relève. Ça, c'est un domaine d'étude qui est très intéressant. Mais c'est un domaine d'étude qui est très dangereux aussi. Parce que d'un point de vue réducteur, tu peux réduire le phénomène grâce à ça aussi. Il faut être attentif à tout. Voilà. Il n'y a pas le sujet ufologique n'est pas que visuel. Il n'y a pas que des ovnis, ce genre de choses. Pour moi, il y a autre chose. Encore une fois, c'est compliqué de donner un avis parce que les gens ont tendance à décrire ce qu'ils voient en fonction de leurs croyances propres, de leur culture, ce genre de choses. Par exemple, un militaire qui, à la retraite, imaginons c'est un exemple, qui va observer un objet dans un champ avec des êtres autour, va décrire ces êtres en fonction de ses connaissances militaires, donc en fonction des tenues, des salopettes militaires, des pilotes, etc. Ça peut arriver. Donc les gens décrivent les choses par rapport à ce que eux connaissent.
C'est ça le problème. Et donc on peut avoir plein d'interprétations différentes. C'est le cas de Bededouro, dans la jungle brésilienne. Hein. Puisque là, on a une affaire dont on pourrait parler pendant plus d'une heure. Sur le plan symbolique, cette affaire est purement initiatique et symbolique. Et pourtant, au départ, elle part d'un ovni, enfin, ce qu'on va appeler une ovni en forme de cafetière brésilienne. Et puis ces espèces de petits personnages qui ressemblent à des Indiens Jivaros qui enlèvent le témoin Manu Militari. En vérité, on est dans une forme de régression typique. Hein. Et dans l'aventure qu'il va vivre, qui est de nature dantesque, et j'emploie pas ça au hasard, qui est de nature infernale, donc, il va notamment, il y a une scène, enfin il y a plusieurs scènes extraordinaires, il est amené dans des espèces de structures en pierre, il subit toutes sortes d'épreuves jusqu'à ce qu'une apparition vienne le libérer de cette épreuve, relire Dante, hein. Tout ça est connu depuis très très longtemps dans la culture occidentale. Il y a cette scène extraordinaire où dans la pièce, il voit des hommes morts par terre, et il voit des jouets d'enfants, donc des voitures en bois, des choses comme ça. Comment interpréter un cas pareil? Ce gars a été retrouvé 2-3 jours après, complètement halluciné dans la jungle. Et les phénomènes ovnis ont différentes sources et origines. Ils ne sont pas malheureusement uniquement des contacts extraterrestres qu'il ne faut absolument pas négliger, puisque la tradition en parle, puisque les témoignages en parlent. Même si là, actuellement les thèses psychosociologiques ont tendance à nous faire croire que c'est des théories, ou voire même des syndromes psychologiques, ou des phénomènes d'expérience transcendantale. Cette dimension existe, mais il y a une autre dimension qui est celle de la démonologie. Autrefois, les étoiles étaient considérées comme étant faites du 5e élément, l'invisible quintessence. Les démons utilisaient cette même quintessence pour se montrer dans leur imitation de corps matériels. De même, nos anciens considéraient les démons comme des anges déchus, et les anges comme vivant dans le royaume des étoiles. Ce ne sont que des apparences trompeuses qui dissimulent une réalité totalement différente que l'on veut sciemment nous cacher. Quand je regarde encore une fois certaines descriptions, on dirait vraiment des apparitions démoniaques qu'eux attribuent à des extraterrestres ou à des fantômes, ce genre de choses. Mais ça ressemble plus parfois à des entités démoniaques. Et le problème dans la démonologie, c'est qu'on dit souvent que les démons apparaissent selon le désir de la personne qui est en face. Donc c'est de l'autosuggestion ou de l'autosatisfaction, comme on peut dire. Donc moi je suis très prudent encore une fois sur les descriptions. Au sud de Ploërmel, dans le département du Morbihan, que nous avions vu dans OVNI et Légende 1 avec les observations du 22 juillet 1985, et à côté de Monterin se trouve un beau dolmen, possédant une table massive de 6 mètres, qui couvre une vaste chambre. La légende raconte qu'un souterrain menant du dolmen au rocher de Saint-Méen est peuplé de foliards, sortes de corrigans qui prennent la place des nourrissons dans leur berceau et que l'on ne peut dévoiler qu'en jetant 9 pommes dans un chaudron d'eau bouillante. La similitude entre les récits dans la culture populaire est remplie de rapts perpétrés par les fées ou démons au Moyen-Âge, et le phénomène des enlèvements actuels est surprenante. Ainsi, les Marie Morgan bretonnes, par exemple, sollicitaient les jeunes pêcheurs et on ne revoyait jamais ceux qu'elles parvenaient à entraîner sous les eaux. Certains témoignages datant de 1880 assuraient qu'il en restait encore dans une grotte de la presqu'île de Crozon dans le Finistère. Les soi-disant enlevés par des ovnis sont à la merci d'une énergie qui leur rejoue un scénario déjà connu et rodé depuis fort longtemps. À la manière d'un miroir, les phénomènes d'apparition insolite nous renvoient à notre propre image. Des rencontres rapprochées du 4e type, qui malheureusement sont toujours orientées plus vers des phénomènes dits de possession en fait, hein, il ne faut pas avoir peur des termes, où il y a une perte de conscience des individus, et là il y a forcément mystification, il y a donc forcément manipulation qui est le fait de ces puissances dit de l'inframonde ou l'infraphysique. Effectivement ça existe, il ne faut pas se voiler la face, il faut ouvrir grand les yeux, et il y a une prise de conscience dans la recherche ufologique de ces phénomènes. En ufologie, on devrait se poser la question suivante. Que serait l'étude des ovnis si on n'avait pas mis le facteur ou la variable extraterrestre?
Ainsi, si on fait abstraction du décor imposé aux témoins, engins sous coupique et observation d'extraterrestres, et que l'on s'attarde plutôt sur le déroulement de la rencontre, force est de constater que la transposition avec certains récits du folklore fait apparaître un scénario analogue. Apparition, choc émotionnel, effet physique ou psychologique, disparition. On peut donner des interprétations, bien sûr, mais des interprétations qui servent assez près la réalité en plus. Mais de là à donner une interprétation définitive, encore une fois, il faut se méfier. Encore une fois, si l'interaction avec ce phénomène, en supposant qu'il existe bien, bien sûr, provoque ce genre de choses, on se trouve devant un maillage qui est absolument inextricable et on ne peut pas faire grand-chose. De nombreux ufologues se sont penchés sur cette question. Ainsi, Jacques Vallée pense que les mécanismes qui ont généré les croyances dans les farfadets et les ovnis sont identiques. Il tente de bâtir un pont entre le folklore et les légendes d'une part, et le phénomène des soucoupes volantes d'autre part. Que ces apparitions présentent une étonnante similitude, qu'elles se produisent au XIIe siècle ou à l'an 2000, il a su le premier mettre en évidence les traits stables et le lien formel indéniable qui lie ces récits. Son point de vue est désormais partagé par différents chercheurs. Un autre chercheur, Bertrand Meust, s'est également intéressé à la question en publiant un ouvrage qui s'appelle « Soucoupe volante et folklore ». Ainsi le gnome pouvait-il se rappeler et imiter nombre de façons de vivre des gens. Et il en irait de même avec nos actuels humanoïdes qui mimeraient l'activité humaine et prendraient une apparence conforme au schéma cognitif du témoin. Hypothèse extrême, mais qui reste à prouver. L'intelligence qu'il suppose être à la source des phénomènes insolites serait capable de se déguiser en martien, en dieu primitif, en sainte vierge ou en flotte de vaisseaux aériens au gré des contextes. Si la personne s'intéresse au domaine de l'invisible, aux légendes, elle y verra des lutins. Si cette personne s'intéresse aux ectoplasmes, aux fantômes, elle y verra une dame blanche ou des choses curieuses. On pourrait se demander si notre esprit nous joue pas des tours. Ou, inversement, si ce phénomène nous montre pas quelque chose que nous voulons voir à tout prix. Si les gens viennent à Brocéliande, c'est pour être en contact avec l'invisible. Quand les gens viennent au col de Vence, c'est pour voir des boules lumineuses ou des phénomènes de type objets volants non identifiés ou des extraterrestres. Il y a des choses très intéressantes, il y a des choses qui nous échappent là-dedans, il y a probablement des dimensions, pas au sens spatial, mais tout un tas de dimensions culturelles, psychologiques, spatiales peut-être, qui nous échappent, et que c'est, de par ce fait, c'est un sujet intéressant, et il doit susciter notre attention et notre ouverture d'esprit. Voilà en gros quelle est ma position. Il faut garder un esprit ouvert et que ces histoires sont quand même intéressantes. Lorsqu'elles sont bien entendu avérées, lorsqu'il y a eu une enquête, lorsqu'on a affaire à des gens un peu sérieux ou des témoins multiples, bien entendu. Alors après, c'est vrai que tout ça est noyé dans un brouillage humain absolument effroyable, et c'est inextricablement mêlé, et c'est très 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 difficile de faire la part des choses. Les meilleurs s'y sont souvent cassés les dents, à commencer par Aimé Michel, qui à la fin de sa vie était assez mécontent de tout ça. On pourrait se demander si, même des deux côtés, si notre esprit ne joue pas des tours parce qu'on veut voir quelque chose, ou alors si ce phénomène, ou ces phénomènes, nous montrent quelque chose que nous voulons voir. Là est la question de ces endroits légendaires, et je pense que vous autres, chercheurs indépendants ou chercheurs de terrain, allez réfléchir à ces questions d'ici quelque temps.